Dans cette partie, nous allons essayer de mieux cerner comment se fait le chauffage des aliments à l'intérieur d'un four à micro-ondes. En fait, nous allons chercher à comprendre comment le champ électromagnétique produit par le magnétron se couple à la matière, plus précisément à l'eau qui se trouve dans les aliments. Pour ce faire, nous allons tout d'abord introduire la notion de champ électrique, et pour cela, commençons par l'expérience suivante. On frotte un tube en PVC avec un chiffon pour faire la poussière. Du fait des frottements, le tube arrache des électrons au chiffon et se charge donc négativement. On dit qu'il a été électrisé. On approche ensuite ce tube électriquement chargé d'un filet d'eau et l'on constate que le filet d'eau est dévié vers le tube, la déviation étant d'autant plus importante que le tube est proche du filet d'eau. Afin de comprendre l'expérience précédente, il nous faut nous intéresser au phénomène électrique. Premier fait important pour nous, la matière est constituée d'atomes qui ont une taille de l'ordre de 10 puissance moins 10 mètres. Ces atomes sont des systèmes composites puisqu'ils sont constitués de particules chargées négativement, les électrons, qui gravitent autour d'un noyau qui concentre l'essentiel de la masse de l'atome. Le noyau est lui-même chargé puisqu'il est constitué de protons, de charge électrique positive, et de neutrons, de charge électrique nulle. Cependant, protons et électrons ayant des charges électriques opposées et étant en nombre égal dans l'atome, celui-ci est un édifice globalement neutre. L'image de l'atome que je viens de vous donner correspond à un point de vue classique. En toute rigueur, pour comprendre la structure et la stabilité des atomes, il faut adopter un point de vue faisant appel à la mécanique quantique, dans lequel la notion de particules possédant une trajectoire bien définie n'a plus de sens. D'un point de vue quantique, on représente donc les électrons entourant le noyau par un nuage électronique, dont la densité détermine la répartition de la charge électrique dans l'atome. La stabilité de l'atome tient en partie au fait que les particules chargées, protons et électrons, interagissent entre elles. En effet, considérons deux charges électriques, notées respectivement Q1 et Q2, séparées par une distance r. L'expérience montre que la force exercée par la charge Q1 sur la charge Q2 est proportionnelle au produit de Q1 par Q2 et inversement proportionnelle au carré de la distance r les séparant. Cette force porte le nom de force de Coulomb, du nom du physicien qui l'a déterminée expérimentalement pour la première fois en 1785. En outre, elle est portée par la droite rejoignant les deux charges. Elle est attractive si les charges sont de signe opposé. La force exercée par Q1 sur Q2 est alors dirigée de Q2 vers Q1. Par contre, elle est répulsive si les charges ont même signe. Dans ce cas, la force exercée par la charge Q1 sur Q2 est dirigée de Q1 vers Q2. Nous allons maintenant introduire la notion de champ électrique qui nous sera utile pour comprendre ce qui se passe dans le four à micro-ondes. Cette notion de champ vient de la manière dont nous envisageons l'interaction entre deux corps. D'après notre expérience quotidienne, on ne peut pas agir sur un autre corps que s'il est en contact avec ce dernier. Par exemple, pour déplacer un meuble, il faut que vous veniez au contact de celui-ci afin d'exercer une poussée. On parle alors d'action de contact ou, en termes plus savants, d'action locale. Cependant, quand on considère l'interaction entre deux particules chargées, on constate, à première vue, que la charge Q1 agit à distance sur la charge Q2, sans qu'il y ait de médiateur de cette interaction entre les deux particules, ce qui est assez déroutant. Voyons maintenant comment l'introduction de la notion de champ électrique va nous permettre de revenir à une vision de l'interaction électrique en termes d'action locale. Pour cela, considérons l'action d'une charge grand Q sur une charge dite test Q. En déplaçant la charge test autour de la charge grand Q, on peut déterminer la direction, le sens et l'amplitude de la force électrique exercée par la charge grand Q en tout point de l'espace, par exemple ici en A, B ou C. Voyons maintenant comment on peut restaurer le concept d'action locale au niveau de l'interaction électrique. Pour ce faire, on dit que l'introduction de la charge grand Q dans l'espace modifie les propriétés de ce dernier en chacun de ses points, cette modification portant le nom de champ électrique, noté E, que l'on définit comme étant le rapport de la force F exercée par la charge grand Q sur la charge test Q à la limite où Q tend vers 0. Ainsi, en chaque point de l'espace, la charge grand Q crée un champ électrique E d'amplitude variable. Dans le cas qui nous intéresse ici, le rapport F sur Q est égal à une constante fois grand Q sur R au carré. Soit un champ électrique d'amplitude égal à K fois grand Q sur R au carré, qui ne dépend pas de la charge test et qui caractérise complètement les propriétés électriques de la charge grand Q indépendamment des charges qui l'entourent. Au final, une charge Q placée en un point M va subir,
au contact du champ électrique E créé par la charge grand Q en ce point, une force électrique F qui sera égale à Q fois E. Pour résumer, nous venons de voir qu'une charge ponctuelle Q, placée en un point O, créant un point M de l'espace situé à une distance R, un champ électrique d'amplitude égale à une constante K fois la charge Q est divisé par R au carré et qui est porté par le vecteur unitaire EOM dirigé de O vers M. Pour une charge positive, le champ électrique est donc représenté par un ensemble de vecteurs divergeant radialement depuis la charge avec une longueur qui décroît au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la charge. Tandis que pour une charge négative, les vecteurs représentant le champ électrique pointent tous vers la charge. Dans ce qui suit, nous allons nous intéresser à un autre phénomène d'origine électrique qui est primordial pour comprendre le chauffage des aliments par un four à micro-ondes. Il s'agit du phénomène de polarisation. Pour introduire ce nouveau phénomène, considérons tout d'abord un atome isolé. Pour un tel atome, le barycentre N des charges négatives, c'est-à-dire du nuage électronique, et le barycentre P des charges positives, c'est-à-dire du noyau, sont confondus. Supposons maintenant que cet atome est plongé dans un champ électrique extérieur. Sous l'action de ce champ, le noyau va être soumis à une force Fp égale à la charge du noyau fois le champ électrique. De même, la charge électronique du nuage sera soumise à la force Fn, de même valeur que Fp mais de sens opposé. Sous l'action de ces forces antagonistes, l'atome va atteindre un nouvel état d'équilibre qui sera caractérisé essentiellement par une déformation du nuage électronique et un déplacement du barycentre des charges négatives par rapport au barycentre des charges positives. Ainsi, un atome plongé dans un champ électrique a N et P qui sont séparés d'une distance microscopique petit d de l'ordre de la taille de l'atome, soit 0,1 nanomètre. L'atome peut alors être vu comme un système de deux charges de signes opposés, plus Q et moins Q, séparés par une distance petit d. C'est ce que l'on appelle un dipôle électrique, et le phénomène de séparation des charges qui s'opère sous l'action du champ électrique porte le nom de polarisation. Comme ce dipôle est créé par l'application du champ électrique à l'atome, on parle de dipôle induit. Cependant, la matière peut être également polarisée même en l'absence de champ électrique appliqué. Cela se produit par exemple dans des molécules dites polaires comme le chlorure de sodium, le sel de cuisine pour parler communément. Les dipôles électriques sont alors permanents. Le chlorure de sodium, comme son nom l'indique, est constitué d'un atome de chlore et d'un atome de sodium. Il se trouve que l'atome de chlore est beaucoup plus électronégatif que l'atome de sodium, ce qui veut dire que l'atome de chlore va attirer à lui les électrons de l'atome de sodium lorsqu'on va associer ces deux atomes pour former la molécule du chlorure de sodium. On est à nouveau en présence d'un système constitué de deux charges de signes opposés, l'atome de chlore, chargé négativement du fait de son électronégativité élevée, et l'atome de sodium, chargé positivement. Comme nous l'avons dit en introduction, ce dipôle est permanent. Pour compléter ce que nous venons de dire sur les phénomènes de polarisation, nous allons introduire ce qu'on appelle le moment dipolaire d'un dipôle. Nous venons de voir qu'un dipôle est constitué de deux charges électriques de signes opposés, plus Q et moins Q, séparées par une distance d. Il semble donc naturel de le caractériser par le produit de la charge Q et de la distance d. Cette quantité, qui est en fait un vecteur, porte le nom de moment dipolaire et elle s'exprime dans le système international d'unités en coulomb-mètre. En général, la charge Q est du même ordre de grandeur que la charge élémentaire, soit 10 puissance moins 19 coulombs, tandis que la distance d est de l'ordre de la taille d'un atome, soit 0,1 nanomètre. Ainsi, le moment dipolaire vaut typiquement 10 puissance moins 29 coulomb-mètre. On voit sur ce calcul d'ordre de grandeur que le coulomb-mètre n'est pas une unité très adaptée pour exprimer la valeur numérique des moments dipolaires microscopiques, qui sont très petits. C'est la raison pour laquelle on exprime, en pratique, les moments dipolaires en 2 bails, qui est défini comme étant 1/3 de 10 puissance moins 29 coulomb-mètre. Ainsi, dans le calcul d'ordre de grandeur précédent, le moment dipolaire est de l'ordre de 3 bails. Parmi toutes les molécules polaires que l'on rencontre dans la nature, il en est une qui est particulièrement intéressante pour notre propos. C'est la molécule d'eau. Celle-ci est constituée d'un atome d'oxygène et de 2 atomes d'hydrogène. Du fait de la plus grande électronégativité de l'oxygène, la liaison OH de cette molécule est polaire, ce qui veut dire que l'on peut associer un moment dipolaire à chacune de ces liaisons. Ces deux moments contribuent au moment dipolaire permanent de la molécule, P0, qui est égal à leur somme vectorielle et qui a pour valeur 1,84 bails.